avoir un téléphone qui sonne 50 fois par jour sur des périodes de rush ou des fois même beaucoup plus, c'est pas bon, c'est pas sain en fait. Alors forcément, du coup, ça fait parler parce que du coup, on dit, on a 2 appels par semaine. Surtout en ce moment, tu vois, mois d'août, là, c'est un mec qui s'est trompé de ligne. On a amené un peu notre vision jeune là-dedans en se disant, non, on veut pas reproduire ce modèle-là. Tout ça, en fait, l'argument surtout majeur derrière, c'est de la tranquillité qu'on amène à un client. C'est qu'on lui dit, en fait, demain, tu vas pas t'enquiquiner à appeler tel télécom ou tel prestataire parce que tu as eu une difficulté ou une panne de service ou quelque chose sur ce service. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Entre deux tickets. Aujourd'hui, on est avec Charles de Dala. Dala Cybersécurité. Cyberdéfense. Cyberdéfense. Même si, tu vois, on est un peu en discussion, on se disait au début, cyberdéfense, ça nous permettait de donner un peu un positionnement, tu vois, de nom, de marque. Maintenant qu'on développe de plus en plus, qu'on se fait un peu plus connaître, du moins en Ile-de-France, on réfléchit un peu sur la pertinence du particule cyberdéfense. Mais en tout cas, pour l'instant, Dala Cyberdéfense, ouais. Ouais, l'idée, ça serait juste Dala. Bah ouais, parce qu'en fait, finalement, c'est le raccourci, c'est ce qui se dit le plus, en fait. Les gens disent, je vais appeler Dala, ils vont pas dire, je vais appeler Dala Cyberdéfense. Oui. Et pourquoi Dala? L'histoire est folle. Ah ouais. En gros, si tu veux, Valentin, qui donc a fondé Dala Cyberdéfense il y a maintenant 2 ans, il cherchait un nom court, il cherchait un nom qui finissait par la pour pouvoir prendre un nom de domaine en .la. Et donc, si tu veux, il y a un soir, il a passé du temps à brainstormer tout seul Avec lui-même. le sujet, tu vois. Et en fait, il a trouvé qu'en népalais, bouclier, qui est un peu, tu vois, le symbole que tu attribues facilement sur la cyberdéfense, bouclier en népalais, ça se dit Dala. Ça s'écrit Dala, D-H-A-L-A. Et donc, comme ça, ça lui est venu et il a pris le da.la comme domaine. Et donc, en fait, finalement, il a eu le nom de domaine qu'il voulait, la signification du nom, et tout s'est plutôt bien coordonné. Et le petit plus là-dedans, c'est que du coup, ça nous permet de faire des petites jeux de mots, etc. Quand on crée des comptes d'administration, des daladmin, des trucs comme ça, vu qu'on a le A qui suit avec des mots. Tu vois, du coup, on enchaîne un petit peu. Donc, il y a des clients qui rigolent vachement quand on leur dit est-ce que vous pouvez créer un daladmin quelque part. Mais bon, en tout cas, ça vient de là. En tout cas, c'est bouclier en népalais. Sympa. Moi, j'aime bien. C'est un nom court, efficace. Tu vois, raison de plus. Sur la réflexion qu'on est en train d'avoir en ce moment, c'est de se dire est-ce qu'on n'enlèverait pas cyberdéfense? On fait tellement de services maintenant. Il y a quelques années, Dala, c'était vraiment de la cyber à proprement parler. Il n'y avait qu'une offre, c'était que de l'offre cyber. Avec le temps, Valentin il s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire que de la cyber. Ne serait-ce que le fait de faire du patch management, par exemple, d'un poste, ce qui s'inscrit aussi dans une démarche de cyber, de maintenir un poste à jour pour éviter des failles de sécurité. Et en fait, les outils qu'il déploie pour faire ce travail-là, c'est les mêmes outils qui servent à faire la base d'une infogérance. Donc en fait, il s'est dit, ça sert à rien que je me cantonne à un scope qui sera la cyber. Du coup, je vais faire les deux. Je vais proposer les deux, cyber et infogérance. Et avec le temps, puis en plus, vu que entre-temps, je l'ai rejoint et que moi, j'adore toucher à tout, faire de tout et des fois de rien. En fait, de la cyber et de l'infogérance, on a dérivé sur plein de services différents. On fait de la téléphonie fixe, mobile, du télécom, Internet, etc. Et donc, en fait, c'est raison de plus pour se dire, mais en fait, est-ce que le cyberdéfense, il est vraiment pertinent au niveau où on en est actuellement? Je trouve que c'est intéressant de faire évoluer un peu l'histoire de sa société. Tu prends un parti pris, un angle, et puis après, de quelque part, moi, je compare beaucoup une société à un enfant qui grandit. Et à un moment, il a des appétences, il découvre des choses, et il va quelque part s'affirmer au fur et à mesure. De toute façon, tu n'as pas le choix. En fait, ça va avec tout dans les courants, etc., qui se suivent. Tu prends tu vois, l'art ou la musique ou d'autres thématiques artistiques. Tout a évolué. Ce qui se faisait en 1750 et pas ce qui se faisait en 1760 ou en 1900 ou dans les années 2000. Tu vois. Tout évolue, tout grandit, tout change. Un des exemples que moi j'ai le plus vécu, parce que c'est ce que j'ai été le plus confronté, c'était l'évolution d'Internet. Moi j'ai 24 ans, donc je suis un jeune et j'ai grandi dans Internet. Et je la vois, la différence et la mouvance quand tu regardes des sites Internet qui ont été faits en 2010, 12, 14, les nouveaux sites qui sortent, ceux qui vont arriver demain, dans 10 ans. La dynamique est plus la même, ne serait-ce qu'au niveau de l'UX, du retour utilisateur, de comment tu présentes des choses, comment tu mets en forme des choses. Plus la même chose, tu fais évoluer, tu retires des concepts, tu en rajoutes des nouveaux, tu changes ta façon d'afficher les informations, ou ne serait-ce qu'un bouton. Maintenant, on met des boutons arrondis dans tous les sens. Mais avant, on ne faisait pas ça. On mettait juste un carré,
avec des bords bien droits, et puis on mettait abonnez-vous ou faites un devis, simulez, etc. votre assurance que tu veux. Et donc en fait, les choses ont évolué, les façons de faire ne sont plus les mêmes. Et nous, on s'inscrit dans la même dynamique, d'autant plus qu'on est deux jeunes. Moi, j'ai 24, Valentin, on a 32. On est quand même deux personnes qui aimons changer des choses, casser un peu des codes. Et en fait, c'est ce combo-là qui fait qu'on arrive à proposer de plus en plus de services divers, à étendre l'offre, faire en sorte aussi que nos clients, plus ils ont besoin divers, plus ils pourront trouver en Dala, du coup, un partenaire solide. Et ça nous permet, du coup, d'étoffer l'offre et de proposer quelque chose de solide. Ouais. Je pense que c'est important d'avoir cette agilité parce que ça va très vite. C'est vrai que quand on parle de cybersécurité, c'était le point de départ en fait, de Dala, ouais. On voit que la complexité des menaces se modernise et quelque part que le MSP qui doit adresser ces enjeux doit rapidement se structurer pour. Donc je trouve que c'est bien aussi. Après, vous êtes une jeune entreprise, donc c'est plus facile d'être agile. Alors cette logique-là. Et du coup, ma question, c'est les clients, comment ils réagissent quand vous rajoutez est-ce que vous faites de l'upsell, c'est-à-dire que vous rajoutez des services? Comment ils réagissent à l'évolution de l'offre ou quel impact ça a aussi sur les nouveaux clients? Si tu veux, déjà, ce qu'il faut prendre en compte sur les deux profils qu'on est avec Valentin, c'est qu'à la base, on n'est pas des commerciaux. Moi, à titre personnel, c'est pas ce que j'aime, vendre des choses à un client. Je sais pas si c'est vrai, ça. Mais, tu vois, franchement, on n'a pas un bagage commercial, tu vois. On n'a pas fait des études dans le domaine, on a juste fait des études techniques. Nous, ce qu'on aime faire, c'est dépanner des ordinateurs et mettre en place des infrastructures Microsoft. Ça, c'est ce qu'on aime faire. Ouais. Mais sauf qu'en même temps, la dynamique et la situation fait que Valentin est obligé aussi de faire de la prospection commerciale, faire du commercial. Moi, du coup, je me place en technico-commercial. Donc, je soulage la partie technique pour Valentin et en même temps, je l'aide sur la partie commerciale, suivi, prospection, etc. Donc, tu vois, on prend des casquettes qu'on ne fait pas. Donc, forcément, comparé à un vrai bagage et profil commercial, on n'a pas les mêmes outils et les mêmes réactions. Mais par contre, ouais, on essaie d'amener du coup du mieux qu'on peut ces nouvelles opportunités aux clients. Alors, au début, on en parle un petit peu. On lui dit, mais tu sais, là, par exemple, ton lien Internet, on pourrait le gérer nous. Et puis... on est des enfants, hein. On leur montre la console d'administration qu'on a derrière, on leur dit regarde, tu vois tous tes liens internet, le client ne comprend rien, hein, mais on lui dit tu vois tous tes liens internet, tu vois le suivi de ta ligne fibre et tu vois quand elle est tombée, tu es notifié automatiquement, et nous aussi, et comme ça on peut générer nous-mêmes les liaisons sur ta fibre avec ton firewall, etc. Tu vois. Nous on est comme des dingues, on adore. Mais le client derrière il dit ok, j'ai internet, ça marche. On lui dit oui, mais au moins c'est stylé, tu vois, ça marche bien. On lui dit ouais, mais au moins la plateforme, tu vois, elle est jolie. Et on lui dit tout ça, en fait, l'argument surtout majeur derrière, c'est de la tranquillité qu'on amène à un client. C'est qu'on lui dit en fait demain tu vas pas t'enquiquiner à appeler tel télécom ou tel prestataire parce que tu as eu une difficulté ou une panne de service ou quelque chose sur ce service-là. On lui dit demain, si tu passes par nous, c'est nous, en fait, ton interlocuteur. Donc, tu fais un ticket comme d'habitude ou tu nous préviens par un moyen X ou Y comme d'habitude. Nous, on gère le sujet. On relance, nous, nos partenaires en fonction des problématiques. Et en fait, on amène tranquillité au niveau de l'opérationnel, de l'utilisateur de tous les jours pour les incidents. Et puis, d'un point de vue comptable, on amène aussi une certaine sérénité parce que en fait, ça évite d'avoir des prestataires et des factures dans tous les sens, tous les mois ou tous les X temps. Tous les services sont dans la facture de Dala qui est mensuelle. Le client, il sait que toute son informatique, finalement, c'est Dala. En fait, l'idée, c'est aussi un peu de s'imposer comme étant le partenaire informatique principal et unique quasiment chez le client. Alors, l'idée, c'est qu'on ne veut pas exclure tout le monde, hein, mais que tout ce qu'on peut faire et proposer, autant le faire et puis avec notre patte, quoi. Je pense que tu as un truc aussi bien chaud dans le côté commercial, mais c'est la confiance, en fait. Je pense que tu inspires confiance et quelque part aussi, quand tu montes tes outils, même s'il ne comprend rien, tu démontres par un truc un peu factuel que c'est pas du bullshit, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça. Nous, on a toujours eu cette transparence-là. Tu vois, encore une fois, moi, du moins dans mon cas personnel, je me considère pas être là pour vendre des services, des outils, du matériel, etc. Moi, je pars du principe que j'ai une problématique ou j'ai un besoin chez un client. Je veux essayer d'y répondre du mieux que je peux. Alors forcément, quand le client me dit finalement, non, on va pas retenir ta solution, je l'ai mauvaise, mais bon, c'est pas grave, je veux pas lui en vouloir et lui péter toute son infra pour ça, tu vois. Je reste humain. Et l'idée, oui, c'est de
toute façon, avant d'en arriver à proposer un package global de tout ce qu'on peut faire, on vient quand même dans une démarche de base on vient récupérer l'infogérance et les premiers contacts qu'on a littéralement avec les utilisateurs, c'est toute la phase d'onboarding chez nous qui va durer pour certains 3 mois. C'est énorme, un onboarding de 3 mois pour un MSP. C'est-à-dire que tu investis quelqu'un quasiment 3 mois pour juste intégrer un client dans ton parc. Mais c'est parce qu'en fait, on a une démarche où on reprend tout à zéro. On repère ce qui a été fait par différents prestataires ou ce qui a été fait un peu à la main si le client n'avait personne avant. Et en fait, on reprend tout à zéro, on reconfigure tout, on reformate tout, on réimage tout. Et vraiment, on repart sur des bases planes. Alors, ça prend du temps, certes. Est-ce que c'est rentable ? Je ne sais pas. Mais au moins, au long terme, nous, on considère être rentable parce qu'en fait, c'est du temps investi, mais sur le retour après, post-onboarding, c'est un client qui est silencieux. Et en fait, finalement, tu lui envoies un petit WhatsApp juste pour lui dire écoute, je suis dans le coin, est-ce que ça te tente qu'on aille déjeuner ensemble ou boire un verre, etc. Et là, après, forcément, tu viens avec un bagage de confiance derrière. Parce que le client, il a vu que tu t'es donné pendant 3 mois à faire les choses bien, à le tenir au courant, à essayer de faire en sorte que son parc soit le plus efficient possible pour pas que l'informatique devienne un frein pour sa productivité et celle de ses collaborateurs. Et donc, si tu veux, le client, voyant que tu te l'es donné, il te fait plus facilement confiance. Et puis, quand tu viens discuter avec lui, ne serait-ce que pour lui faire une petite blague sur WhatsApp, parce que, tu vois, récemment, petite anecdote, on met des petites clés de sécurité, tu vois, des petites fidos pour nos utilisateurs. Et donc, si tu veux, moi, je fais la proposition. Je pitch bien à tous mes utilisateurs. La clé, vous devez l'avoir sur vous pour vous connecter à votre compte, parce qu'on fait en sorte qu'elle soit obligatoire pour déverrouiller ton ordi, pour accéder à tes ressources Office, etc. On leur met la clé. Et forcément, moi, je leur mets les petits systèmes d'attache et je leur dis, mettez ça sur votre trousseau de clés de maison. En général, il y a peu de chances que vous les ayez pas avec vous. Je veux dire, qui oublie ses clés de maison, tu vois ? Moi, je sais que si je les ai pas dans ma poche, je deviens fou. Je sais plus où je vais, je sais plus qui je suis, je sais plus comment je m'appelle. Voilà, moi, j'ai mes clés de maison, en tout cas, tout le temps dans ma poche, et si je les sens pas, c'est la panique. Tout ça pour dire que, donc, je dis à mes utilisateurs de faire ça. Un matin, moi, j'arrive au bureau et j'ai un utilisateur qui m'envoie un message qui me dit oui, j'ai pas mes clés, j'ai oublié, je me suis confondu avec le trousseau de ma femme, etc. Bon. Et il emploie un terme que j'utilise souvent pour parler de ça parce que c'est l'authentification, tu vois, dans Microsoft. C'est que je lui dis écoute, on va devoir dégrader ton authentification pour l'heure, la journée, le temps qu'on trouve, soit que tu retrouves tes clés, soit que la journée passe et puis demain on remettra tout comme normal. Et donc, si tu veux, maintenant, ce client-là, il m'envoie un message, il me dit juste « Bonjour, pouvez-vous me dégrader, s'il vous plaît ?» Il m'envoie juste ça. On lui dit « Avec plaisir, du coup. » Et puis, du coup, on lui fait sa manip. Mais tu vois, c'est des relations comme ça. Et pourtant, là, je te parle d'un cas, c'est le dirigeant de la société, tu vois. Et souvent, on a tendance un peu à idéaliser du moins à imaginer que le dirigeant de la société, c'est quelqu'un de dur, avec qui on ne peut pas rigoler, avec qui c'est compliqué, c'est vraiment du factuel, de l'opérationnel, et tu ne peux pas forcément aller sur ce terrain-là. Et en fait, avec tout le climat de confiance qu'on apporte, peut-être plus de 70% des clients chez Dala, on peut avoir ce genre de discussion et ce genre de relaxation dans les messages. On n'a pas de frein, on a quand même la limite du raisonnable, mais on n'est pas bloqué par un titre sur quelqu'un. Et donc, si tu veux, forcément, tout ça, ça fait qu'on a une position qui est plus intéressante pour un client, pour lui faire des propositions, pour lui montrer que c'est des choses qui sont intéressantes. On va essayer de les amener telles quelles et on va essayer de les intégrer le mieux possible tout en le tenant en courant. C'est le faire participer aussi dans tout le process. Je vais revenir un peu en arrière parce que souvent, c'est un truc qu'on entend. Il y a beaucoup de prestataires, ils ont peur quand ils prennent un nouveau client, c'est surtout... les cadavres dans le placard, c'est vraiment une grosse crainte. Tu vois. Et du coup, je trouve ça assez disruptif quand vous dites nous, on formate, on se pose pas de questions en fait. On remet tout nickel, tu vois. Et, des fois, les gens ils hallucinent un peu. Je trouve que vous fassiez ça, mais je trouve ça intéressant. Si, c'est vraiment un parti pris. On pourrait juste se dire on onboard tous les clients qu'on voit passer et on roule dessus et on se dit le client il veut pas prendre les licences. Nous, on travaille beaucoup avec les licences business premium de Microsoft parce que ça apporte tout un package de gestion d'identité, de services pour les PC, etc. Et donc, en fait, nous, on propose toujours ça. Et si le client ne prend pas ça, pour nous, déjà, c'est un red flag, tu vois. Un red flag. On se dit, là, le client, s'il ne veut pas prendre ces licences-là, ça va être compliqué. Pour nous, c'est la base.
Si un client il arrive, on lui fait la prospection, il commence à nous revoir les prix, il veut pas les licences, etc. Même si le client peut être sympa ou qu'il a un bon relationnel avec nous, franchement, nous, on dira non. On dira non parce qu'en fait, ça va pas rentrer dans le moule. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous nos clients soient dans le même moule. On veut pas commencer à gérer le client A d'une façon, le client B d'une autre façon, un client C encore d'une autre. Ça va nous apporter trop de difficultés. Au moins, nos process, maintenant, ils sont clairs. On sait comment sont gérés un client, comment est un client post-onboarding. Donc, on connaît les process et les solutions mises en place. Je vais te poser une petite question parce qu'on me l'a posé il n'y a pas longtemps. C'est pareil, c'est un commercial qui doit, du coup, le dirigeant a construit les offres MSP et puis du coup, il se dit, il va falloir que j'aille les vendre et tout. Puis du coup, il me dit, comment je fais si le client il a déjà un antivirus et qu'il va falloir que je lui dise qu'il a déjà payé, mais comment je vais gérer ce cas si j'ai cette objection? Écoute, nous, c'est simple en fait. On part du principe que l'antivirus, on part du principe que si un Defender, un Microsoft Defender qui est de base Windows Defender est de base sur toutes les machines Windows. On part du principe que vu qu'on va mettre les licences Business Premium, on va rajouter la partie Microsoft Defender avec le DR, etc. Et ben en fait, le truc il est vite vu. On va dire au client, mais prenez ces licences là, vous aurez tout le package Microsoft avec les services, dont cet antivirus avec les capacités de DR directement sur le prix de la licence en fait. Et donc ton antivirus que tu vas payer X euros par appareil ou par utilisateur, etc. Finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant juste d'avoir la bonne licence? Derrière, nous, on vient rajouter les bons paramétrages de sécurité pour qu'au final, mon Microsoft Defender avec EDR, il fasse le même travail que l'antivirus qui a été pris. Alors après, il y aura toutes les histoires d'engagement et autres subtilité commerciale. Donc là, forcément, on est obligé d'attendre. Hein. Mais globalement, nous, le sujet déjà, c'est de dire prenez les licences Business Premium et on part de là. Si le client ne veut pas, c'est déjà très compliqué et il y a de fortes probabilités qu'on dise au client excusez-nous, mais là, on va pas c'est continuer. Peut-être tout simplement pas le bon client, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un audit pour un client dans le BTP en région Île-de-France, tu vois. J'y vais, le client, première impression qu'il me dit, il me serre la main et il me dit, est-ce que Valentin m'avait envoyé le devis? Je dis, écoutez, en général, on ne fait pas le devis comme ça. Déjà, on vient, on dit bonjour, on observe un peu le parc, on observe les utilisateurs, on voit comment vous faites, quelle est la situation actuelle pour essayer d'estimer la faisabilité d'un projet. Et après, on établit un devis récapitulatif de tout ce qu'on peut proposer, etc. Bon, déjà, je pense qu'il y a eu un petit souci ici. Je pense que là, il n'était pas content. On discute. Je lui parle de toute notre offre, les services qu'on met en place, tout ce qui gravite autour de Dala et tous les services qu'on peut proposer annexes là-dessus. Et il me demande forcément nos prix, tu vois. Il me demande son budget annuel. Et je lui dis, là, au vu de du nombre d'ordinateurs, du travail, etc., je dis, j'avais estimé, je crois, à 12 000 euros annuels pour son budget informatique, avec nous, sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont prises en place. Et là, tout de suite, il me dit, mais quoi? C'est hors de prix, mais c'est pas possible de faire ça et tout. Je suis devant lui. C'est des voleurs. Presque. Et je suis devant lui et je lui dis, mais vous savez, nous, on met des outils en place, on a des équipes qui sont là, on met ces outils-là, on vous propose ces services-là, ça vous garantit ceci comme niveau de sécurité, etc. J'amène mon sujet. Et je lui dis, voilà, c'est quand même quelque chose de solide que je vous propose et ça vous met vraiment sur une bonne base. Et il commence à me sortir les devis d'autres prestataires. Et il me dit, là, je prends ce devis. Il me lit les lignes, une à une, forfait, migration, infogérance, licence business standard. Bon, d'accord. Prends un autre devis, licence business basique. D'accord. Et forcément, les prix étaient bien moindres. Je crois qu'il en avait pour 1000 à 2000 grand max par an pour son budget informatique. Alors moi, j'étais à 12 000. Et je lui dis, bon, allez, je peux faire un petit geste, je réduis, mais de 10 euros par mois le prix du PC, en disant, voilà, ça c'est mon seuil minime, je n'irai pas en dessous. Déjà que de base, mon prix affiché, qui est celui qui est sur le site de Dala, pour les offres qu'il voulait, j'y étais pas déjà, j'étais à la moitié de ça. Et donc là, je lui dis, moi je vous refais 10 euros par PC en plus.
Et donc je lui dis, ça vous ramène, je crois, quelque chose comme 7 ou 8 000 par an de budget informatique. Et il me dit, non, mais là, c'est pas possible de pratiquer des prix comme ça. C'est pas normal de faire des prix. Je dis, écoutez, moi, je connais la qualité de mes outils. Je connais la qualité de ce que je propose et du service. Malheureusement, je pense qu'on va pas convenir. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Nous, on part du principe qu'on veut pas s'embêter avec des clients qui veulent pas comprendre la nécessité de bien faire des choses. Est-ce que faire de l'informatique, on peut faire de l'informatique basique. Je prends n'importe quelle société qui vient de démarrer, elle veut s'équiper un petit peu ou faire des choses en informatique. Elle prend n'importe quel PC qu'elle met en Windows Famille, qu'elle laisse traîner dans un coin, partage de dossiers, tout le monde en Windows Famille, session locale, etc. Enfin, c'est possible de faire de l'informatique comme ça. Et nous, c'est pas comme ça qu'on travaille. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoutez, bonne journée, au revoir. Et je lui ai, quand même par acquis de conscience, puis par professionnalisme, je lui ai dit, malgré tout, peu importe avec quel prestataire vous allez aller, pensez au moins à checker vos sécurités mail. C'est les fameux enregistrements DKIM, SPF, des marques. C'est comme ça en fait qu'on a eu contact avec eux. Parce qu'ils envoient un mail à un de nos clients qui a quand même des bases solides en sécurité. Et tous ces mails se font bloquer dans l'anti-spam. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'à eux et qu'on a dit, voilà, on a remarqué que vous vous êtes fait bloquer, on peut peut-être vous aider, un minima. Et donc le mec m'avait envoyé chier, donc je lui ai dit, écoute, tu verras avec tes prestataires prochains les enregistrements, à minima au moins ça. Je donne un petit conseil avant de partir. Je suis reparti de là, j'étais un peu frustré de m'être fait parler comme ça pendant 1 heure, mais pas grave, tant pis. Mais voilà, nous on part du principe qu'un client qui veut pas comprendre ou du moins qui n'a pas la maturité informatique et cyber sur des problématiques actuelles, c'est pas possible. Il me dit, j'ai pas besoin que le PC de mon alternante soit surveillé et sécurisé H24 parce qu'elle est là qu'une semaine sur 2. Je lui dis, ouais, mais bon, les hackers, c'est pas des employés de bureau, hein, ils travaillent pas du lundi au vendredi de 8h à 18h, quoi. Enfin, ils attaqueront à minuit un vendredi, puis à 4h du matin un samedi, et puis un dimanche à 19h. Enfin, ça probablement par le poste de l'alternant. Et probablement par le poste de l'alternant. Alors j'espère maintenant que pour ce prospect-là, il a trouvé son prestataire qui lui va. Mais en tout cas, c'était pas Dala. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu quand même, dans les 10 dernières années, on va dire, une grosse transformation en termes de niveau de menace, mais je pense qu'il y a beaucoup de clients qui sont restés sur des niveaux de prix assez bas, et c'est vrai qu'il peut y avoir un rapport, comme tu dis, presque de 1 à 10, je pense, entre plusieurs prestataires, mais il y en a un peu qui sont toujours un peu dans l'ancien monde, quoi, qui n'ont pas encore réalisé que l'informatique était un risque, mais aussi... tu as ce côté, je trouve, risque, puis tu as ce côté aussi efficacité, optimisation, gain de temps. C'est ça, et puis c'est surtout que moi je le vois parce que tu vois, mon expérience, mon bagage informatique, infogérant, il est assez récent. J'ai 5 ans d'expérience, bientôt 6, dans le domaine de l'infogérance et de l'informatique. Je le vois dans le sens où j'ai l'impression, et vous me direz tous les deux si vous êtes d'accord avec moi, mais qu'il y a quelques années, peut-être 10 ans, la priorité, elle n'était pas tant sur la cyber, mais elle était plutôt sur l'évolution des parcs qui étaient peut-être un peu tous obsolètes. Tu vois, des serveurs vieillissants, des Windows 2008 ou 2012 tu vois, qui traînaient, failles de sécurité dans tous les sens. On se dit, ça marche, donc on va pas mettre à niveau, on va pas migrer, on va pas investir du budget dans quelque chose qui fonctionne déjà. Parce que c'est vrai que forcément, après le discours de l'informaticien, il vient, il dit, ça pourrait fonctionner mieux. Et forcément, c'est que ça fonctionne déjà tel quel, mais bon. Moi, j'ai l'impression que tu vois, il y a quelques années, c'était ça un peu la dynamique. Et maintenant, et surtout plus, maintenant que je travaille avec Valentin chez Dala, c'est que forcément, vu qu'on a une approche plus cyber, je mets un peu plus les pieds dedans. Et je me dis, là, la dynamique actuelle, elle est beaucoup plus orientée cyber, en fait, plus que de faire évoluer des parcs. Là, on est vraiment dans une dynamique où il faut protéger tout ce qu'on peut. Parce que moi, la statistique qui m'avait choqué à l'époque, c'était... alors ça sera une approximation parce que comme d'hab j'ai la mémoire qui flanche, mais je crois qu'on était sur l'ordre de 70% de TPE-PME qui se relevaient pas après une première attaque, quelque chose comme ça. Et je dis mais c'est quand même monstrueux. Je veux dire, des TPE-PME c'est quand même ce qu'il y a en majorité. Et quand tu vois qu'à la première attaque il y en a au moins 70% qui se relèveront pas, je pense à tous ces personnes qui ont fait le rêve d'entreprendre et qui se sont fait stopper net parce qu'ils n'avaient pas investi le budget. Tu te dis quand même, c'est dommage, si j'avais mis quelques euros de plus par-ci, par-là, j'aurais pu réellement faire la différence sur mon infrastructure et puis sauvegarder tout ce que j'aurais pu et ne pas finir aller à la rue, quoi.
Donc c'est aussi cette dynamique-là que j'ai l'impression de voir en tout cas, c'est que en ce moment elle est cyber et que tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'elle était cyber, nous on préfère pas les prendre. Oui, je pense que il y a beaucoup de gens avant, c'était surtout l'investissement, je pense, matériel. Ils achetaient des PC, des serveurs, c'était ça le budget informatique avant. Maintenant, tu achètes un ordi, déjà, il fonctionne généralement bien. Enfin, je trouve que tu as moins de problèmes aujourd'hui sur les ordis que 10 ans en arrière, même sur les OS, etc. Les serveurs, tu as beaucoup de choses qui sont dans le cloud, donc tu as moins besoin d'avoir des trucs hyper lourds. Donc, c'est vrai que je pense, ceux qui sont encore dans ce positionnement-là, en fait, ils vont rapidement être hors du jeu, quoi, parce que ça va disparaître tout ça, quoi. Bah, c'est ça, tu externaliseras de plus en plus dans le cloud. Azure, GCP, AWS, c'est ce qui va être le plus dominant. Moi, j'ai discuté avec d'autres professionnels du métier, ils envoient tout sur Azure. Quand ils parlent de monter un nouveau service, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la machine Dell ou Lenovo ou autre, ou IBM, qui va hoster le prochain serveur de l'entreprise. C'est fini, ça. Ils ne cherchent pas non plus à savoir quelle composition sera la meilleure entre un Proxmox, un VMware ou un Hyper-V. Elle n'est plus là, la dynamique. Elle est plutôt sur savoir combien je vais budgéter une infrastructure cloud, combien ça va me coûter et est-ce que je vais pouvoir l'amortir plus facilement qu'à l'achat d'un serveur. Et puis, l'idée, c'est aussi de donner réellement la vision à un client sur le coût qu'il a payé. Tu prends une licence Business Premium, tu payes, je crois, tu t'engages annuellement dessus. Par mois, tu es à peu près à 21 €, je crois. L'idée, c'est de dire au client, tu mets 21 € sur la table, par utilisateur par mois. Moi, je vais te montrer qu'avec ces 21 €, on a une gamme de services énorme. Parce que c'est simple aussi de dire, là, je vous ai mis des licences business pour avoir des boîtes mail. Mais c'est pas que ça, Pack Office. C'est déjà les outils, c'est toute la partie Entra, c'est toute la partie d'authentification, c'est la partie Intune si tu prends du Premium, ça va être tous ces outils-là. Donc il faut aussi un peu faire sentir au client que quotidiennement, il est accompagné par les services qu'il a payés. Et qu'il n'est pas juste dans ses outils à lui propres. Il faut vraiment qu'il sente, en fait, je trouve, cette dynamique-là. S'il ne le sent pas, il va se questionner sur ton utilité, sur les outils que tu as pris. Et je trouve que c'est pas sain. C'est un client commence à se questionner sur toi, je trouve que c'est pas sain. Ça amènera plus facilement en fait une rupture de contrat et une perte de confiance. Je pense que c'est pas mal d'éduquer le client quelque part à tout ce qu'il a, parce que dans certains domaines, il va payer 25 € pour une fiche de paye pas salariée. Et toi, pour 21 €, tu as tout un tas de services qui vont avoir un impact sur le business. Donc je pense que c'est intéressant de votre démarche vraiment d'éduquer, d'expliquer et quelque part de le mettre en relation avec les enjeux de maintenant. Ta démarche aussi de dire au client, vous n'êtes pas forcément prêt, on ferme la porte proprement et en partant, je laisse un conseil. Nous, on a un peu ce même positionnement aussi, c'est de se dire peut-être qu'il y a des clients qui ne sont pas encore prêts, qui n'ont pas forcément le niveau de maturité ou qui n'ont pas fait le chemin. Il y a certains MSP, ils veulent faire leurs propres outils par eux-mêmes, on-premise. Et nous, on est dans une démarche où tout packagé, cloud, et vous en souciez pas. Après, se dire, est-ce que vous voulez avoir un métier d'éditeur et tout maîtriser ou quelque part externaliser pour vous concentrer. Donc, j'aime bien cette démarche de quelque part pas juger le client, mais pour autant lui dire, voilà, petit conseil en partant. Non, parce que de toute façon, ça apportera rien. Dans le cas de ce client, si j'étais parti, je m'étais énervé. Et puis, je lui ai dit, vous comprenez pas, vous êtes à côté de la plaque. Ça m'aurait apporté quoi à moi ? Rien. Un avis négatif sur Google, si vraiment il n'était pas content. Voilà ça. Donc à moi, ça m'aurait pas forcément impacté directement, mais ça aurait impacté la structure, ça aurait impacté Dala. C'est parce que je veux et c'est pas l'intérêt non plus. Le client, c'est juste parce que je pense qu'il s'en rend pas compte, mais c'est ce qu'on dit souvent. Ils s'en rendent pas compte jusqu'à la première attaque. Et le jour où ils se font réellement avoir, là, ça va commencer à se poser les bonnes questions. S'ils arrivent à faire partie des 30% chanceux qui arrivent à se relever après l'attaque. Parfois, il faut qu'ils fassent leur propre expérience. Et je suis persuadé que sur le taux de clients, le tas de clients qui ne sont pas forcément dans votre cible, à un moment ou à un autre, dans 1, 2, 3 ans, ils pourraient potentiellement revenir vers vous et signer avec eux. C'est pour ça qu'on ne ferme jamais des portes définitivement. Oui. On veut toujours un peu conseiller, on veut toujours rester en bon terme. Voilà, les gens ne se rendent pas compte, ne veulent pas mettre le budget, non, pas le budget, ou ne comprennent pas l'offre qui est montée. C'est pas grave, on remercie gentiment, on peut donner un conseil avant de partir, on peut, les formules de politesse, dire qu'on restera toujours disponible, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter.
Mais l'objectif, c'est pas de se froisser avec un client. C'est pas productif, en fait. Parce que c'est un client qui pourrait même, ne serait-ce que même si lui, ça lui a pas intéressé ou l'a pas pris, mais il pourrait toujours en parler en bien à d'autres. S'il parle avec ce client-là en question, s'il parlait avec d'autres confrères ou autres d'infogérants, s'il donne mon nom, c'est déjà pas mal. Et si en plus c'est la personne derrière me recontacte et que je peux close deal, bah encore mieux. Ouais. Donc voilà, sur un malentendu, il peut te recommander. Hein. Bah voilà. Peut-être qu'avec lui c'est pas passé, mais s'il me recommande, moi je prends. Peut-être qu'il a un autre partenaire qui a une plus grosse boîte, qui a des gros problèmes cyber. Il va dire ah oui, bon moi j'avais pas le budget, mais j'ai vu des mecs. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit moi je suis pas une grosse boîte, je pense pas être la cible. Je lui ai dit mais vous savez, pour un hacker la cible c'est tout le monde. Hein. J'ai une connaissance qui m'a un jour donné un super parallèle pour essayer de faire comprendre un peu le principe de se défendre par rapport à une attaque quand on se sent pas cible. En fait, la personne me dit, mais je vous donne l'info, elle me dit, imaginez, voilà, vous êtes une personne très bien, aucun problème là-dessus, etc. Mais bon, imaginez, vous êtes un voleur dans un pavillon résidentiel. Imaginez, il y a 4 maisons devant vous. Bah, vous êtes un voleur, vous êtes là pour faire votre chiffre du soir, bah, vous allez à la première maison, vous essayez de passer la porte, fermée. Bon, passez à la deuxième maison, vous voyez l'étiquette de l'alarme, je pense que ça ne sert pas vraiment à grand-chose d'aller checker dedans. À la troisième, pareil, ça ne marche pas. À la quatrième, vous poussez la porte, elle s'ouvre. Et là, elle me dit, bah, vous êtes un voleur, vous faites quoi devant la maison ouverte? Bah, vous allez rentrer et vous allez faire votre chiffre. Et bah, c'est le même principe en sécurité informatique, c'est qu'en fait, un hacker, une personne malveillante, souvent elle va s'attaquer à tout ce qu'elle peut ou tout ce qui peut être ouvert. Des fois, il n'y a pas forcément besoin d'être public, personnalité publique numéro 1 pour pouvoir être une cible. Il suffit juste d'avoir une porte ouverte, quelqu'un s'est immiscé dedans et c'est fini. Bah là, c'est le même principe. Et quand même constater que cette technique fonctionne. J'ai déjà réussi à valider un prospect en apportant du coup cette comparaison sur la table. Et la personne a compris, elle a dit ah oui, effectivement. C'est pas parce que mon activité n'est pas forcément répandue ou publique ou visible de tous que forcément elle est intouchable. Ça me fait penser, j'étais à un événement d'un de nos partenaires qui avait fait venir un représentant d'une agence cyber, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces fédérations régionales, pour justement sensibiliser ses clients PME au risque cyber. Donc il a énormément vulgarisé le propos et il disait de toute façon pour un hacker il faut que vous soyez bankable, et donc tout le monde se regarde, il dit bankable, c'est-à-dire vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, si en 30 minutes je peux vous prendre 5 000 euros et retourner à ma piscine, vous êtes bankable, ça ne va pas vous faire sourciller et quelque part c'est de l'argent gagné rapidement. Et donc quelque part c'est un peu ce que tu dis, c'est ça peut être vite et bien et une somme correcte qui peut me faire passer de bonnes vacances, je vais y aller quoi. C'est ça. Puis là, tu parles d'un profil d'une attaque pour avoir de l'argent derrière. Il y en a qui attaquent juste pour attaquer. Genre, quand tu vois les gens qui attaquent des centres hospitaliers, qui bloquent tous les systèmes informatiques, alors qu'on parle d'un hôpital, hein, c'est qu'il y a la vie des gens derrière. Quand tu leur bloques le système informatique, potentiellement, il peut y avoir des dégâts lourds, que ce soit informatique, mais que ce soit aussi humain. Je pense que la personne qui attaque un hôpital, elle serait capable de s'en prendre à n'importe qui dans la rue. Hein. Donc forcément, ouais, il y a le côté, forcément, si tu brasses beaucoup, c'est intéressant pour quelqu'un de venir tirer un petit billet dessus. Mais il y a aussi le fait il y en a qui vont attaquer pour attaquer. Hein. Oui. Quelque part avoir ce pouvoir-là. C'est intéressant ton client parce que y a un de nos autres partenaires qui disait quand je me retrouve dans ce genre de situation, il y a tellement des gros écarts entre 12 000 et 2 000 euros à l'année. Ah bah. Lui, ce qu'il dit, c'est je serais vous, je ne signerai pas avec moi. Donc ça l'interpelle un peu. Parce qu'en fait, il se met tellement à la place de son prospect, il se dit vous n'avez aucun moyen de mesurer, donc vous allez forcément aller au prix. Il y a un écart qui est gigantesque. Vous n'êtes pas en mesure de signer, donc si vous voulez, on peut s'arrêter là. Mais quelque part, ça va l'interpeller. Et quelque part, il va se poser des questions. Et il prenait des métaphores. Il disait, voilà, vous avez 2 devis de maçon. Il y en a un au tiers du prix. Et forcément, vous allez au moins cher. Sauf que il va mettre moins de béton, ça va être plus sensible, ça va fissurer au niveau du temps. Est-ce que vous avez envie de ça pour vos fondations? Pas forcément. Et quelque part, ça fait passer un message et ça fait réfléchir le client, même s'il ne signe pas tout de suite après. Mais le gap, il est tellement fort, il dit, mais moi, je serais à votre place, je ne signerais pas. Et je pense que ça peut s'arrêter là, quoi. C'est vrai que effectivement, tu parles de quelque chose qui n'est pas palpable pour un client. Oui. Pas comme si tu lui vendais un mur réalisé.
tu lui vends des services informatiques. Lui, à partir du moment où son ordinateur démarre et il peut ouvrir son Word, ses mails, etc., que ce soit sur un environnement propre, bien fait, bien bétonné, comme il faut, et que ce soit sur un ordinateur de maison classique, le Packard Bell de la famille qui date d'il y a des années, pour lui, c'est pareil. Donc forcément, tu dois essayer de justifier un écart de prix sur quelque chose qui est impalpable. Ça, c'est, je trouve, quand même hyper compliqué de donner de la visibilité là où forcément, ça l'est pas forcément évident. Dans le cas du client, bon, moi j'ai préféré plutôt arrêter le truc et de dire bon, bah, voilà, je pense qu'on ne correspondra pas. Et puis voilà. Après, bon, j'ai quand même essayé de lui apporter, en vulgarisant forcément toujours, mais l'ensemble des services qui étaient proposés par Dalla, publiquement, aux prix qui sont affichés sur le site. Si un client vient nous voir et demande une infogérance avec un pack cyber, c'est 110 € par mois par poste. Alors 110 €, forcément, ça fait criser de suite. Hein. Surtout quand tu vois qu'il existe des infogérants qui peuvent être plutôt à 20, 30 €. Bien sûr. 110 €, forcément, là, le mec qui va me dire, vous êtes un voleur, c'est quoi ce prix? Mais en même temps, nous, on est parti du principe de dire, en fait, à 110 €, vous avez quand même déjà un énorme bagage de produits qui sont dilués dans ce prix. Donc déjà, il y a tout le savoir-faire de Dalla. Les licences ne sont pas compris, mais il y a donc tout ce qui va être l'outil de monitoring, ça va être les outils du socle de sécurité, ça va être les outils pour des petites features annexes un peu sympas, etc. Donc en fait, si tu veux, le client, ne serait-ce qu'avec ce prix-là, il a déjà quelque chose de tellement solide qu'il n'y a quasiment rien besoin de rajouter, par exemple un antivirus, un anti-spam, un ceci, un cela. En fait, il a déjà tout pour un prix qui forcément peut être un peu fort. Mais voilà, on est aussi un peu commerciaux, donc forcément, des fois, on revoit un peu le prix. Mais il y en a qui vont s'attarder au plus simple et se dire, là, j'ai 110, là, j'ai 30 €. Forcément, il va aller à 30 €. Sauf qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est 30 € plus tant d'euros par personne par mois pour avoir un anti-spam, plus ça pour avoir un antivirus, plus ça pour avoir le socle de sécurité, plus ça pour ça, etc. La facture, elle s'allonge considérablement, sauf que quand les gens ils font les devis, ils vont pas jusqu'à ce niveau-là de précision. Le client, il a demandé un devis pour de l'infogérance, je lui ai fait son devis pour de l'infogérance à 30 €. Puis le jour où il va me dire, mais j'aimerais bien avoir un antivirus, une nouvelle facturation. Et mes données sont bien sauvegardées. Hein. Non, il faut rajouter du coup une facturation supplémentaire pour la sauvegarde. Enfin, tu vois, je trouve que c'est compliqué comme discours. Et puis même derrière, et pour l'avoir vécu en tant que du coup en technique, c'est compliqué quand même après de se dire que tous les clients sont différents. Tu sais plus en fait sur quel pied danser, comment parler à ton client, parce qu'en fait tu sais pas si en fait réellement il a ça. Tu sais pas si c'est dans son offre, tu sais pas ce qui a été vu avec le commercial et le client. Donc je trouve que c'est une position un peu compliquée et c'est un parti pris de Dalla de dire notre offre elle est ce qu'elle est, on connaît sa qualité, on sait ce qu'il y a dedans et on n'a pas peur de la promouvoir telle qu'elle. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, on remercie gentiment et on passe à la suite, on ne conviendra pas. Et de toute façon, nous, on a notre plancher, notre seuil de prix plancher, on ne descendra pas en dessous. Et il y a des clients qui nous ont déjà questionné pour dire mais là, vous êtes X fois plus cher que lui, tant de fois plus cher que lui, etc. On a dit désolé, est-ce qu'ils vont faire le travail avec la même qualité que nous? Est-ce qu'ils vont vous proposer les mêmes niveaux de sécurité ou est-ce qu'ils vont mettre les curseurs au même endroit que ce que nous on fait? Écoutez, signez avec eux et vous verrez. Donc c'est comme ça qu'on a terminé une conversation, mais quelques semaines après, le client est revenu et a dit je signe votre proposition. Je pense qu'on avait au tout début de BMSP fait une fiche crash test de l'offre MSP. Et il y avait une des questions, c'est est-ce que vous êtes convaincu de la qualité que vous apportez à vos clients? Parce qu'il y a plein de prestataires ou des gens dans la technique sont un peu hésitants, ils savent qu'il y a peut-être ils n'ont pas fait les bons investissements. Et est-ce que vous êtes convaincu de ce que vous apportez? On sent vraiment ça dans ton propos, c'est assez intéressant. Et de voir que finalement, commercialement, ça fait réfléchir. À titre personnel, moi je suis convaincu de la qualité de ce qu'on apporte, que ce soit technique, mais que ce soit aussi humain. À Dalla, nous on a toujours pris aussi le parti pris de privilégier l'humain à la partie technique et contractuelle. Je m'explique, c'est que par exemple, on a des clients qui ont des demandes très transverses et des fois sur des scopes qu'on ne gère pas de prime abord. Ou par exemple, un scope
qu'on n'a pas en gestion, ou un prestataire n'est plus en mission, par exemple. Et du coup, le périmètre est vide, il n'y a plus personne qui va gérer le truc, sauf que c'est de l'opérationnel. On a besoin d'avoir quelqu'un dessus constamment. Et donc nous, Adala, et ça a souvent fait parler entre Valentin et moi, c'est que il me dit ok, ça te fait chier, mais réponds, fais, et on reverra à la négociation du contrat en disant bah voilà, on sort le cahier des doléances. Sur la période contractuelle, on a fait ça, tout ça de scope en plus qui n'était pas forcément prévu au contrat. Donc nous, on a pris sur nous pour le faire, pour la satisfaction du client. Maintenant, on va renouveler en adéquation avec ce qui est prévu. Alors forcément, ça amène deux questions. En fait, ça amène de dire, j'ai fait, mais est-ce que derrière, je vais avoir ce que je veux, c'est-à-dire ma révision de contrat ? Pas sûr. Mais de l'autre aussi, et je trouve aussi que c'est intéressant, c'est que en fait, en touchant des choses où je n'étais pas forcément prévu dessus, je trouve que ça m'apporte aussi un peu un bagage technique intéressant. Je touche un peu à tout. Je virevolte sur plein de solutions. Je sors en fait un peu de mon périmètre pour aller voir un peu ailleurs et ça entretient aussi un peu un rapport de confiance parce que le client se dit ah ok, en fait mon prestataire il m'a sorti d'une galère monstre alors que c'est pas du tout ce qu'on lui demandait de faire de prime abord. Je trouve que ça amène un peu une notion de reconnaissance, tu vois, dans le travail qu'on fait. Et c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est donner de la visibilité là où le client il voit pas tout. Que là, il se rende compte, par exemple, sur des conversations WhatsApp qu'on a à 22h, parce qu'il y a un service primaire qui est tombé comme ça, et qui sait que son infogérant, qui n'était pas prévu sur le sujet, s'est démené pendant des heures à essayer de tout remettre en place. Tu vois, je trouve quand même qu'il y a une certaine satisfaction quand ne serait-ce que tu reçois un merci les gars, c'est super d'avoir fait le travail alors que voilà, c'était pas prévu quoi. Ouais. Je pense qu'il y a un sujet aussi, après on le voit un peu aux US, mais tu sais, ils te conseillent c'est plus par rapport au prix, mais de regarder un peu la rentabilité du client dans le temps et quelque part, quand tu renouvelles, tu regardes si c'est au vert ou au rouge quoi, en fait. Hein. Et puis si c'est au vert, tu laisses tel que, et si effectivement tu vois que le client il te consomme plus que ce qu'il devrait, là ça mérite d'aller discuter un peu avec lui quoi. C'est surtout qu'en fait nous, comme je t'ai dit, on est deux techniques, tu vois. Donc on n'a pas forcément mis en place tous ces indicateurs. Nous on fait parce que voilà, on kiffe la technique. Il y a des fois j'ai vu passer des conversations à Valentin, il était 2h du matin, tu vois. Le lendemain matin je lui dis mais tu dors pas ? Il me dit non. Je dis mais t'es fou en fait. Genre juste dormir c'est trop bien. Mais non parce que tu vois on a le, je vais dire un peu ça, c'est un peu bateau, mais on a le sens de bien faire. Et tu vois le client il a besoin, il est 2h du matin. Bon dans son cas à lui c'est son délire. Hein. Mais à 2h du matin je dormirai en tout cas. Mais sur un truc qui est pas prévu, tu vois, on se dit on aime bien faire, on aime bien aussi bien se faire voir par le client. D'autant plus que si on a pour ambition de devenir un prestataire majeur chez lui, un peu une DSI assumée, tu vois. Le fait de dire, maintenant, tout ce qui concerne l'informatique, ils vont se décharger de ce sujet-là et ils vont le donner à Adala. Parce que de toute façon, une TPE-PME, j'en ai peut-être vu 3 en 5 ans d'informatique qui avaient réellement une DSI interne. Il n'y en a pas sinon. Donc en fait, qui va gérer les sujets informatiques ? Un gars qui fait de l'opérationnel mais qui ne comprend pas l'informatique. Autant qu'il délègue le plus possible et qu'il ait un bon rapport de confiance avec son prestataire qui lui connaît. Sans avoir une démarche où tu veux lui vendre des services en boucle et tu veux upseller son contrat toutes les 5 minutes. Tu le dépannes, tu lui rends des services, tu discutes avec lui, tu essaies de le faire comprendre pour qu'il lui aussi sache de quoi ça parle. Et on avance comme ça petit à petit. Je pense que c'est comme ça la bonne façon de réagir. Et c'est pas d'essayer de vendre des services à tout va à la moindre occasion. Je trouve que ça fait un peu... ça renvoie une mauvaise image, je trouve, d'essayer de... À la moindre conversation, ça tombe bien, on a un truc, on va te le vendre. Tu vois, Oui, puis je pense que les gens, quand tu crées la relation de confiance, justement, si tu es tous les 4 matins à leur vendre un truc en plus, quelque part après, ça casse la confiance. Et puis les gens, je pense qu'ils n'aiment pas les mauvaises surprises. Tu vois, c'est un peu le syndrome du garagiste. Ouais. Ah, tiens, il y a un truc à changer. Il faut changer la carte électronique. Il faut changer la courroie de distribution, là. Il faut faire la révision en plus. Non, c'est sûr. Et puis, tu vois, nous, on préfère largement discuter avec un client pour lui dire... Hey, tu vois, moi j'ai une cliente, une fois, elle m'a invité à aller voir un match de hockey en loge. Je savais même pas ce que c'était une loge avant. Moi, je suis très crédule. Hein. Et je comprenais pas. Et on nous amène dans les loges, vues sur le terrain de hockey avec boissons et nourriture apportée à chaque mi-temps. C'était génial. Mais à quel moment tu imagines ce genre de scénario en tant que prestataire avec ton client, tu vois
Et je trouve que c'est fou. Et moi, c'est pour des relationnels comme ça, tu vois, que je préfère bosser, plutôt que de me dire que je travaille pour un gars qui, lui, est focus dans son optique d'upsell, etc. Tu vois. Ouais, je pense que c'est un peu quand tu arrives à créer ces moments un peu en dehors du travail avec les clients où tu peux vraiment construire des relations, faire vivre des expériences. Puis tu peux, même après vous aussi, tu peux. Je sais que dans notre ancienne boîte, chaque année, ils invitaient un peu tous leurs clients à faire un truc un peu festif, décontracté. Tu vois. Puis c'est toujours des choses que les gens apprécient. Bah ouais, c'est comme les événements que vous organisez. Le dernier en date, du moins celui auquel j'avais participé, c'était la MSPCon à la maison de la RATP. C'était vraiment cool parce que déjà on a des super intervenants et des super sujets de workshop, et puis c'est surtout que ça nous permet aussi de nous rencontrer nous entre partenaires, d'échanger. À titre d'exemple, nous on a des bons relationnels avec un partenaire belge, forcément qu'on ne voit pas physiquement régulièrement, mais là l'occasion s'est présentée, donc c'était vraiment une bonne expérience de pouvoir déjà se rencontrer physiquement, échanger, aller voir les différents représentants de solutions qui étaient sur place. C'était vraiment cool. Ça apporte aussi une dimension humaine. Je trouve qu'en fait, ça se perd dans l'informatique où on a tendance en ce moment à tout automatiser, à faire de l'automatisation pour de la réponse ou du traitement de tickets automatiquement, à faire des réponses d'incidents ou de supervision, etc. automatisées. Par exemple, il te manque une configuration sur ton ordinateur pour ceci. Hop, je t'envoie directement un job et puis on n'en parle plus. Je trouve que ça manque aussi un peu de contact. Donc on aime bien aussi à Dala ramener un peu de ce côté humain, ne serait-ce que pour, comme je disais, se dire salut, ça va, tu veux aller boire un verre, on est dans le coin, tu vois. Et pas juste, je suis passé, hop, je repars vite parce que faut vite que je retourne à l'ordinateur pour d'autres sujets. Ouais, c'est vrai. Et des fois, on voit des prestataires, ils ont un peu la vision, je sais pas, où ils pensent que demain, c'est les chatbots qui vont répondre au support aux utilisateurs. Je suis toujours un peu sceptique parce qu'effectivement, et surtout si tu veux vendre un service un peu premium de qualité, c'est pas avec un chatbot automatique que tu vas apporter une vraie qualité de service. Non, surtout, je sais pas toi, mais moi, tous les chatbots que j'ai utilisés sur des plateformes, je décris mon problème, il me dit d'accord, on vous met en ligne avec un technicien. En fait, tu m'as pas aidé, du coup, j'aurais juste pu prendre mon téléphone et appeler direct. Et même des fois, le premier truc que je leur dis, c'est bonjour, j'aimerais parler à quelqu'un d'humain, s'il vous plaît. Tu vois, genre les chatbots, je trouve il peut être bien pour faire de la contextualisation ou un premier contact ou créer un ticket. La personne décrit, le chatbot arrive à peu près à comprendre, il te résume un ticket et toi tu rappelles quelqu'un. Mais même ça, tu vois, souvent les chatbots c'est très rigide. Tu as des phrases un peu préfaites ou des topics un peu prévus. Dès que tu as bifurqué un petit peu du sujet, alors là c'est fini. Alors c'était surtout les chatbots, c'était surtout les chatbots plus traditionnels. Peut-être ceux avec un peu l'IA, ça va être un peu plus poussé quand même. Mais quoique, je crois qu'il y avait eu une histoire d'un chatbot avec IA et les gens au début de l'IA, et les gens avaient réussi un peu à faire sortir le chatbot de sa ligne directrice, et je crois que le chatbot avait dit des folies aux clients. Donc bon, tu vois, quand j'entends ce genre d'histoire, je suis moyen chaud pour mettre ça en place. Ouais. Puis tu as aussi tout ce qui est cloisonnement de données, parce que tu discutes avec lui, puis peut-être qu'il va te donner des infos sur un autre client. Il va te donner des infos confidentielles d'un autre, tu vas pas comprendre. C'est dur à vérifier. En plus. Puis ce qui est dur aussi, c'est l'IA, d'accord, mais le sujet se présente, et j'en ai discuté avec plein de gens, c'est comment tu gères justement le traitement des données. Tout le monde utilise ChatGPT. Ok. Sauf que quand tu commences à donner à ChatGPT genre ton PDF ou ton Word ou ton Excel de données de ton entreprise pour faire du traitement ou résumer ou tu demandes des manips dessus, qu'est-ce qui se passe en fait avec ce Excel, ce PDF, parce qu'il est dans la base de GPT. Alors je crois qu'il y a une histoire où si tu payes le premium, les plans payants, ils n'alimentent pas mais qui réellement paye son abonnement ChatGPT vu que le modèle est freemium? Mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne payent pas, et du coup, c'est eux le produit. Tu vois, on est un peu dans ce qu'on appelle le shadow IT, tu sais. Je pense dans les boîtes, tu as peut-être la moitié des salariés qui utilisent des LLM. Et puis, tu vois, et tu contrôles pas. Donc finalement, tu te dis, ok, est-ce que finalement, je ne payerais pas déjà de base un abonnement d'équipe ou d'entreprise de ChatGPT pour que tout le monde ait un compte, et au moins, tu es sûr que tout le monde est soumis à la bonne protection des données, que de laisser faire les gens. Et parce qu'en fait, après, moi j'ai peur, les données, je sais pas où elles vont. Alors, je paye mon abonnement aussi, donc j'ai pas de problématique à ne serait-ce qu'envoyer, mais pas de la donnée confidentielle, vraiment du superficiel.
lors de quelques demandes. Et encore que, je lui donne jamais mes fichiers. Moi, je lui donne plutôt des indications un peu floues. J'écris des trucs, je mets des petits passages un peu vagues. J'essaie de le feinter un peu pour voir comment il va réagir. Du coup, il te fait des réponses floues il fait des réponses un peu floues. Et après, bon, je râle et je dis, ça sert à rien en fait, je perds du temps. C'est nul. Un peu, tu vois. Et je dis, bon, je perds du temps, ça sert à rien. En fait, je vais le faire moi-même, j'irai plus vite. Mais pour d'autres sujets, moi, j'ai déjà discuté avec quelqu'un qui travaillait au ministère de la Santé. Et des fois, les gens, ils utilisent des chats GPT, tu sais pas si c'est du payant ou pas, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, sur la donnée, et surtout la ministre de la Santé, tu vois. Et donc, en MSP, tu sais pas ce que tu peux faire tourner. Hein. T'imagines, tu prends la doc d'un serveur AD de ton entreprise, tu sais pas ce qui se passe après avec cette doc, quoi. Puis un AD, c'est sensible. Hein. C'est vrai que ça pose la question de la charte informatique. Nous, on s'est posé la question, quelque part, définir les règles. C'est quoi les outils que tu peux utiliser? C'est quoi l'usage que tu as de l'informatique en mobilité de l'entreprise, chez toi? Et en fait, quand on a commencé à creuser le sujet, c'est hyper complexe. Il y a un cadre légal. Pour les sociétés qui ont un responsable du personnel, ça doit être visé par le CSE. Après, tu as une publication à faire. Enfin, je trouve l'enjeu le plus compliqué, c'est quelque part, comme tu dis, ça va très très vite et la législation, elle est en décalage. Et pour mettre en place quelque chose d'un peu carré, le temps que tu le mettes en place, ça a déjà bougé en fait. Donc, je trouve que la charte informatique et l'usage, c'est vraiment une vraie question, quoi. C'est compliqué. Moi, TPE, PME, ils en mettent pas, tu vois. Je crois que j'ai vu un client, sur tous ceux que j'ai vus en 5 ans, un seul client qui avait mis une charte informatique un peu rédigée à disposition de l'utilisateur. Mais après, sur ce cadre-là, c'est plutôt tu mets moins en place une charte informatique, mais plutôt juste des rappels de bonnes pratiques et de bonne utilisation de matériel informatique. C'est juste que tu as pris la main sur un ordinateur, tu as vu que le mec a mis du perso, du pro au même endroit. Tu lui dis, en fait, non, vaut mieux pas. Parce que nous, l'argument qu'on apporte, c'est de toute façon, vu qu'on utilise au maximum les licences business premium et qu'on externalise un maximum les données, faut pas que l'utilisateur soit dépendant de sa machine. Tu vois, de dire, ta machine, elle a un problème, demain, tu prends n'importe quelle machine du stock qui a été pré-imagée, tu te connectes, c'est fini, tu peux rebosser. L'idée, c'est de faire ça. Et donc forcément, nous on dit aux gens, ça sert à rien de mettre du pro sur vos PC, parce que si demain je le réimage, votre PC, le pro, il est parti. Et globalement, je leur dis, faites attention, parce que votre dossier perso, il va être emmené dans des sauvegardes du tenant, et donc en fait, tout va se retrouver mélangé dans le pro. Vaut mieux pas commencer à rentrer dans ce niveau-là. Et après, même au-delà de tout ça, moi je leur apporte l'argument tout simple, c'est de dire, j'ai un téléphone pro, un téléphone perso, à 18h, le téléphone pro, il est éteint, mais on me rappelle pas avant 9h. Moi, je vois plus rien de toute façon. Donc je dis, là, tu as une vraie déconnexion. Ça m'a pris du temps avant de saisir ce concept. Hein. Oui, mais la vraie déconnexion, c'est aussi ça qui te permet d'apporter une tranquillité, une bonne hygiène mentale, tu vois, de dire que tu n'es pas constamment dans le travail. 18h, tu as coupé. Alors forcément, moi j'ai des gens qui m'envoient des messages à 21h, à 8h, le week-end, mais moi je réponds pas. Je verrai tout ça lundi. Si c'était urgent, ils font un ticket ou ils appellent l'astreinte s'ils en ont une. Mais bon. Après, c'est plus ton sujet, quoi. Donc, on parle sur les ouvertures de tickets. Il y a toujours quelque chose qui avait un peu choqué dans un des événements où vous disiez que on ne pouvait pas vous appeler au téléphone, je crois, c'est ça? Pas nous appeler, c'est faux. C'est totalement faux, ça. C'est faux. C'est totalement faux. On peut nous appeler. Mais c'est juste qu'on part du principe que on préfère que l'utilisateur fasse un mail ou ouvre un ticket avec l'agent de maintenance plutôt que d'appeler. Pour la simple et bonne raison, et ça, point de vue personnel, c'est que tu leur donnes un numéro de téléphone. L'utilisateur, dès qu'il va avoir un sujet, n'importe lequel, un truc, mon Outlook, il est plus épinglé en bas, il va t'appeler. Donc toi, tu es en train de faire un truc, tu vas devoir te couper dans ce que tu fais, prendre le téléphone, donc en plus tu as la sonnerie, etc. Le temps que la personne se présente, que tu prennes les informations, que tu prennes la main, que tu règles son problème, tu as déjà perdu, pour un problème d'épinglage Outlook, allez, 5 minutes le temps de se faire, quoi. Et après, c'est rebelote, parce que ça sera toujours un autre. Et puis, arrivé à midi, si par chance, ou par malheur plutôt, tu fais un support de 9h à 18h en continu. En fait, à midi, il y a un client qui va t'appeler, puis après, lui, il va partir en pause déjeuner, puis à 13h, il va y en avoir un autre, puis à 13h30, il va y en avoir un autre, puis toi, en fait, t'es toujours pas allé manger. Hein. Et puis, des clients qui vont te dire, s'il y a des manipulations un peu longues, est-ce que vous pouvez faire ça pendant ma pause déjeuner? Je dis, mais en fait, moi, je mange quand, du coup, dans l'histoire? Donc, si tu veux, on est parti du principe de dire, le téléphone, c'est vraiment pour les urgences. Urgence, vous êtes bloqué, vous pouvez plus bosser,
Outlook dans ta barre en bas, c'est pas une urgence. Alors forcément, après, les critères importance, urgence, il est différent pour chacun. Hein. Mais donc, en fait, on part du principe de ne pas communiquer ce numéro de téléphone comme ça. En général, c'est surtout les DSI ou les dirigeants, le pôle RH ou l'office manager qui a le numéro de téléphone en cas de besoin. Souvent, on met en place un canal WhatsApp entre Dala et le dirigeant ou la RH ou l'office manager sur place pour faire un peu le principe du téléphone rouge, tu sais, ligne d'urgence un peu à la Batman, tu vois, t'as un problème, tu prends ton téléphone rouge et t'appelles et là t'as Dala qui arrive avec le logo de Dala dans le ciel là, qui débarque chez toi. C'est exactement ça. Il est très bien fait. Hein, t'as vu, on a galéré avec la lumière du jour pour le faire. Hein. Mais tu vois, l'idée c'est vraiment de se dire on a un fil WhatsApp qui est dédié à des grosses urgences ou de la communication entre la direction client et nous. Et les utilisateurs, eux, ils ont un PDF qu'on leur distribue ou qu'on leur fournit, où on donne les informations, où ils disent pour ouvrir un ticket, vous passez par le portail client web, vous passez par le mail, vous passez par l'agent de maintenance. Et c'est vos seuls canaux de communication avec nous, si ce n'est après le numéro de téléphone. Et on essaie de pousser là-dessus parce qu'en fait, finalement, on s'est rendu compte que avoir un téléphone qui sonne 50 fois par jour, sur des périodes de rush ou des fois même beaucoup plus, en fait, je trouve que c'est pas bon, c'est pas sain en fait. Moi, j'ai eu des expériences où les soirs, je rentrais chez moi, j'entendais la sonnerie du téléphone dans ma tête. J'étais en vacances, j'entendais la sonnerie du téléphone. J'étais au bureau, le téléphone sonnait pas, je pensais qu'il avait sonné. Enfin, tu sais, au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué à gérer, ce téléphone. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on a deux numéros bien distincts. Le numéro qu'on voit partout sur les publications Google, etc., qui est notre numéro d'accueil, où actuellement, il y a 99% de demandes de stage et d'alternance, parce que c'est comme ça. Donc, il est là. Et là-dessus, seulement Valentin et moi sommes branchés dessus. Et à côté de ça, on a un numéro pour la technique, donc avec un SVI, etc., pour les demandes techniques sur lesquelles il y a le pôle technique, Valentin, moi et les autres qui travaillent avec nous, notamment. Donc vraiment, on a essayé de séparer les deux et on s'est dit, on ne veut pas privilégier le téléphone parce qu'en fait, c'est vraiment pas sain d'avoir un téléphone qui sonne toutes les 5 minutes. Alors forcément, du coup, ça fait parler parce que du coup, on dit, on a 2 appels par semaine. Surtout en ce moment, tu vois, mois d'août, là, c'est compliqué. Encore. Hein. C'est un mec qui s'est trompé de ligne. Oh, excusez-moi. C'est ça. Mais tu vois, c'est pour ça aussi, on a amené un peu notre vision jeune là-dedans en se disant, non, on ne veut pas reproduire ce modèle-là. Et donc forcément, on dit on a un appel ou peut-être 2 par semaine. Mais en réalité, on a quand même du ticket. Alors, on n'est pas non plus à 40 tickets ouverts par jour. Hein. Vu que justement, on a cette phase d'onboarding qui fait qu'on reprend tout et qu'on repose tout à plat, on élimine déjà des tickets qui peut être dû à des configurations anciennes ou des machines qui ne seraient pas à jour, etc. Tu vois, vu qu'on reprend tout à zéro. Et donc, en vrai, je pense qu'on est là, tu vois, en moyenne, on doit avoir peut-être 2 ou 3 tickets ouverts par jour. Et encore, c'est des alertes automatiques de sécurité. Donc, on traite le truc au fur et à mesure. Mais oui, effectivement, ça fait parler parce qu'on a une approche qui est complètement différente là-dessus. Mais c'est une approche qui est assumée. Oui, on avait bien compris. Mais ouais. Mais je pense que c'est intéressant. Et puis c'est vrai que moi, je dis souvent, même pour vous, c'est beaucoup plus efficace que ce soit via l'agent de maintenance, par exemple, parce que le ticket, il arrive, il y a le client, il y a le contact, il y a la machine, tu as des infos. Et comme tu dis, quand tu gères un truc au téléphone, oui, madame Duchemol, attendez, oui, vous êtes sur quel poste tu as déjà perdu 5 minutes. C'est ça, et pour peu que la personne n'ait pas dit qui elle est. Tu sais, des fois, la personne, je dis dans la cyberdéfense, Charles, bonjour. La personne commence son truc, elle m'explique ce qui ne va pas, etc. Je dis, mais pardon, mais quelle société et vous êtes qui? Et donc là, enfin, tu vois, je peux contextualiser. Et quand moi, je crée mon ticket, parce que réflexe, j'ouvre directement l'outil de création de ticket Autotask en même temps que j'ai décroché l'appel pour à peu près synchroniser les timers pour les entrées de temps. Ouais. Donc j'essaie un peu de suivre la conversation, ce qu'il m'expliquait au téléphone, plus de rajouter les informations dans le ticket. Sauf que là, quand il me manque des choses, moi, je commence pas. Donc en fait, il y a aussi le truc de se dire, au moins, quand le ticket il est écrit, tu l'as vu, tu l'as pris en compte, tu peux bosser dessus à côté ou tu peux faire 2 choses en parallèle si tu y arrives. Mais tu n'es pas dédié 100% sur cet appel téléphonique. Parce que vraiment, quand tu as le casque, tu es sur ton appel, tu fais rien d'autre à côté. Quoi. Tu peux pas. Donc ouais, c'est assumé. Et on recommande à tout le monde de faire pareil. Parce que franchement, ça apporte une tranquillité folle. Quoi. Ouais. On fera un petit
case study là-dessus, je crois. Bah écoute, hein, tu hésites pas. Nous, vraiment, on arrive avec une vision complètement à part. Ne serait-ce que déjà avec notre prix, avec nos façons de faire. Tu vois, le téléphone, ça fait parler. Putain, les mecs, ils prennent 100 € le poste et tu peux même pas les appeler. T'as vu, tu les appelles pas. Hein. Vous êtes vraiment des voleurs. Hein. Non, nous, on est dans notre coin. Tu nous appelles pas, tu nous envoies pas de messages. Fais pas de tiki, on ne veut pas te voir. Non, on n'est pas comme ça. On adore parler avec les gens en plus. C'est faux. Mais ouais, franchement, on a une approche qui est complètement à part. Et on l'assume. Et quand on nous la reproche, notamment tu vois, avec la pratique des prix, bah, on préfère dire voilà, nous, on connaît la valeur de ce qu'on propose. On connaît la qualité du service. Le numéro de téléphone reste accessible quand même, je le rappelle. Mais voilà, quoi, on préfère tout de suite mettre court aux négociations parce qu'en fait, si c'est quelqu'un qui va prévenir tout tirer vers le bas, en fait, ça commence comme ça continuera sur d'autres sujets. En fait. Globalement. Oui, je pense que les clients qui n'ont pas l'intelligence de savoir qu'il faut investir dans l'informatique et que c'est bien pour eux, de toute façon, c'est généralement pas des bons clients. Et c'est pour ça, souvent, des fois, souvent on fait plusieurs niveaux d'offres. Puis des fois, les gens, ils essayent de faire des offres un peu vraiment low cost, tu vois, en point d'entrée. Mais en fait, c'est une mauvaise idée parce que non seulement le client, il va pas te payer beaucoup, dans l'offre, il n'y aura pas grand-chose. Donc, du coup, tu n'auras pas tous les outils, le machin qu'il faut pour que ça travaille efficacement. Et puis, tu n'arriveras jamais à le sceller, quoi. Donc, en fait, c'est des clients qui ne sont pas rentables. Bah, tu vois, c'est pour ça que nous, notre offre d'entrée, c'est le pack cyber. C'est le pack où nous, on fait tourner les outils, on fait de la review dès qu'on a des alertes ou on a des checks à faire, mais sinon, voilà, on ne fait pas de maintenance dessus, on n'investit pas de temps supplémentaire que ce qui est prévu par la review des alertes de sécurité. C'est ça notre offre d'entrée, et elle est à 55 €, tu vois. Donc le point d'entrée, c'est un sacré point là. Et aujourd'hui, du coup, ce passage, c'est vrai que je le vois beaucoup moi, c'est vrai que tu avais un peu des boîtes qui se disaient je vais me spécialiser dans la cyber. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les clients, surtout en TPE, PME, ils veulent qu'une personne, quoi, et que ça soit géré sécurité, toute l'informatique de manière générale. Du coup, vous avez quand même encore des gens qui sont uniquement sur l'offre cyber ou c'est quand même une grosse majorité où vous gérez tout? Non, en fait, franchement, tu sais, quand on arrive sur un parc, déjà, les gens qui viennent, qui remplissent par exemple le formulaire en ligne, c'est déjà avec une idée en tête de demander de l'infogérance. On n'a quasiment pas de demande uniquement pour de la cyber. Je crois que sur actuellement tout le parc de clients de Dala, on a un seul client qui doit être en offre cyber uniquement. Et pour les quelques autres manipulations, c'est sur facturation du temps passé. Donc déjà, les gens viennent avec l'idée de se dire on veut de l'infogérance. Mais ce qui est finalement normal, parce qu'en fait, quand tu réfléchis un peu, moi, si je me mets à la place d'un client, je me dis, en fait, mon infogérance, elle passe avant ma cyber. Tu vois, tu dis déjà, je vais gérer mon parc. Je vais gérer mon parc avant de commencer à mettre des briques de sécurité. Et pas l'inverse. Sauf que vu que nous, on propose l'inverse, bah, les gens, ils arrivent de suite sur notre offre 2, en fait. Après, il reste que l'offre 3, estampillée, je crois que c'est le pack cyber, le pack infogérance et le pack V-CISO. Alors là, je reconnais que j'ai toujours pas compris le principe et le concept du V-CISO, parce que j'ai l'impression d'en faire en fait tous les jours. De ce que j'ai compris, c'était vraiment de la DSI managée, etc. En fait, j'ai l'impression d'en faire tous les jours. Moi, quand je gère tous les sujets informatiques d'un établissement, que je redirige tout en fonction des bons prestataires et que je relance, en fait, j'ai l'impression de le faire déjà tous les jours. Donc, si tu veux, voilà, si je dois quand même trouver un point négatif à Dala, parce qu'on est aussi là pour tout dire, c'est qu'on a du mal à aller proposer cette offre, du coup, pack, ça s'appelle pack 3, donc c'est cyber, support, V-CISO, alors que c'est, je pense, qui correspond au travail qu'on réalise déjà chez tous nos clients. Après, je pense que des fois, c'est des offres qui sont intéressantes si ton client il a un besoin de conformité ou de compliance. Tu vois. Et tu pourrais dire, dans mon offre 3, je vous accompagne sur le NIS 2, le machin, le DORA, tu vois, avec un truc un peu plus structuré peut-être. On devrait, mais c'est vrai qu'en général, nous, voilà, je te donne quoi mettre dedans du coup. Écoute, je passerai le mot à Valentin, mais c'est vrai que du coup, tu vois, quand on propose l'offre 2 ou qu'un client est en offre 2 et qu'il nous dit là j'ai une évaluation SOC 2 à faire, on dit ok, on va vous aider, on prend les captures, on répond aux questions, etc. Tu vois, sans pour autant monter sur une offre ou de refacturer quelque chose. C'est là où tu vois, c'est là où on se rend compte de la limite du duo
technico, quoi, commercial. En fait, tu te rends compte que tu as un défaut à essayer d'upsell, ou tu te rends compte que t'es pas à l'aise dessus parce que c'est pas ton domaine primaire d'essayer d'aller vendre des choses. Ouais. Après, tu sais, des fois, dans les offres, des fois, tu as 3 offres, mais en fait, elles sont là. L'offre la moins chère et la plus chère, elles sont là pour vendre l'offre du milieu. Ouais, l'offre du milieu, ouais. Bah écoute, je sais pas si c'est la technique qui a été mise en place, mais c'est vrai que, comme je t'ai dit, globalement, les gens, ils viennent en se disant je veux de l'infogérance et la sécurité, elle vient de se greffer dessus. Donc tu es direct sur l'offre 2. Oui. Après, effectivement, tu pourrais dire l'offre 3 si vous êtes dans un métier très réglementé, par exemple. Bah écoute, je prends note des conseils. Ouais. Je partagerai l'info. Un nouveau chapitre, peut-être. Pour Dala. Dala, tout simple, du coup. Dala, on commence déjà le rebranding, je pub Dala. Tout simple. Ok. Bon, on l'a acté aujourd'hui, donc c'est officiel. Valentin, si t'écoutes, c'est Dala maintenant. C'est valide avec BMSP. Ça marche. C'est DLA. DHA, là. Les gens savent pas placer le H, du coup. Ouais, c'est clair. J'ai déjà eu des gens qui écrivent D-A-L-H-A. Oui. Forcément, le mail, il n'arrive pas. Ou rien ne passe. Tu vois. C'est normal. Là, dha.la. Et même tu vois, on a refait nos SVI. Les messages d'introduction de répondeur, ça c'est un truc que j'ai saoulé Valentin avec. Moi j'ai eu une demande exceptionnelle à un moment d'un client qui faisait des prédécrochés enregistrés, tu vois. Et nous on n'avait rien, juste on avait un service pour faire de la VoIP, on n'avait pas de prédécroché, pas de service pour faire ça. Et on questionne un peu, on parle avec d'autres partenaires MSP, etc. Et ils nous parlent d'une solution. Donc on s'intéresse, on fait la prospection, puis là on voit le billet d'entrée et on dit le fichier, c'est un beau billet quand même, là, il va falloir quand même le vendre pour faire la rentabilité du service. Bon, et derrière, on était quand même plutôt confiant de la demande qu'il allait avoir, donc on a quand même pris. Et on a quand même essayé de négocier un truc, c'est qu'on y allait un peu au culot. Moi, j'étais pas du tout à l'aise à dire ça, mais envoyer un mail à la commerciale, on a dit on accepte, mais que si vous nous fournissez gratuitement la refonte de notre SVI. Pour dire, voilà aussi, si vous voulez qu'on vende mieux votre service, autant l'implémenter chez nous. Comme ça, les gens, dès qu'ils vont appeler, mais ils n'appellent pas, vous allez entendre les messages. Et donc, ils ont dit, OK, etc. On fait les messages et vient le moment avec Valentin, grand débat. Est-ce qu'on dit, parce qu'on donne l'adresse support quand on ne répond pas, tu vois, si jamais on ne peut pas répondre, c'est écrit, faites un mail à support. Et là, le débat, est-ce qu'on dit support@da.la ou support@dha.la? Et là, il y a eu le grand débat de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on l'épelle? Est-ce qu'on le dit comme ça? Mais le H, on ne sait plus où le mettre. On a passé une semaine à débattre dessus. Et au final dha.la. C'est sûr. On a écrit comme ça. Au mieux épelé, dha.la. C'est comme ça que la dame, elle le dit. Même le dire 2 fois dans le message. Je te jure. Non, elle le dit qu'une fois, mais il est impactant. On a mis l'accent, dans les prononciations, on a dit bien mettre l'accent sur le dha.la. Ce sera le mot de la fin alors. Merci Charles. En tout cas, moi ce que j'ai appris, c'est que tu es quand même un bon commercial. Oui, c'est clair, il dit qu'il n'est pas commercial. Mais... J'avais presque envie de signer un contrat là. Attends, ça peut s'arranger, j'ai le PC. Et on aura plaisir à après suivre vos aventures dans un prochain épisode. En tout cas, merci de l'échange. À très bientôt.